Bienvenue dans ce nouvel épisode de Secrets de Polichinelle. On est beaucoup à avoir commencé tard parce que on n'y a pas forcément pensé, parce que on n'a pas eu l'éducation financière, parce que malheureusement à l'école on n'apprend pas ces choses-là. Donc c'est sur les tard qu'on arrive sur le sujet. Est-ce que je gère mon argent comme je veux? Est-ce que je peux optimiser ça? Comment je fais? Enfin voilà. Vous avez du mal à retrouver le sommeil? Vous tournez en rond avec une peur qui vous bloque? Vous souhaitez mieux communiquer, mieux gérer vos émotions? Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Laetitia Léonard, je suis spécialiste en thérapie brève et dans ma boîte à outils, j'utilise le MDR, l'hypnose ou encore les fleurs de Pâques, la PNL et aussi le mouvement et le son. Dans ce podcast depuis 2020, avec Secrets de Polichinelle, je vous propose des outils, des conseils pratiques, des interviews de praticiens du bien-être et des témoignages d'expérience pour vous inspirer et vous aider à passer à l'action. Et si vous voulez prolonger cette dose de motivation et de bonne humeur, je vous envoie chaque mois une newsletter avec encore plus de ressources. Si vous avez envie de venir au cabinet, à Paris ou en visio, ou de vous inscrire à la newsletter, je vous mets le lien en description. Et puis je vous remercie d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter ce podcast. Vos partages sont importants pour le faire connaître. Bonne écoute! Bonjour Heike. Bonjour Laetitia. Je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode de Secrets de Polichinelle. Merci pour ton invitation. Pour un sujet qui est encore beaucoup trop tabou, en tout cas en France, le sujet de l'argent. C'est vrai que c'est un sujet qui me tient à cœur parce que forcément, alors que ce soit quand on est à son compte, que ce soit pour le quotidien, on avait déjà eu un premier épisode pour plus orienter entrepreneur et là j'avais envie de parler de la gestion de l'argent et notamment pour les femmes. C'est un vrai sujet au quotidien, de voir un petit peu ce qu'on peut faire puisque c'est aussi ton métier. Donc, je te propose déjà de te présenter en quelques mots, de me dire qui tu es, ce que tu fais. Alors, donc je m'appelle Heike Jacobsen, j'ai 49 ans, je vis dans l'Eure, en Normandie, en plein nature. Je suis d'origine danoise, voilà, je vis en France depuis 30 ans et je rends les gens heureux financièrement. Alors concrètement, c'est quoi? En fait, je suis ce qu'on appelle conseiller en investissement financier, et parfois aussi on dit conseiller en patrimoine. Donc ça veut dire que j'accompagne les personnes ou des entreprises partout en France, soit en distance, soit en allant chez eux, sur des sujets tels que préparation à la retraite, réduction de la fiscalité, constitution d'épargne ou de transmission de patrimoine, voilà, pour prendre les grands sujets. Mais je travaille de façon générale sur tous les grands sujets qui touchent de près ou de loin la gestion de l'argent. Génial. Et donc, un sujet important parce que ça nous concerne tous et toutes. Effectivement, on en avait déjà parlé un peu dans le précédent épisode avec une expert comptable. C'est vrai que c'est un sujet qui est parfois un peu trop délaissé par les femmes. Je sais pas si toi, tu le constates, si ça t'a aussi poussé peut-être à vouloir en parler, l'exercer comme métier. Si, tu as tout à fait raison. Bon, heureusement, ça va, je dirais un peu dans le bon sens maintenant. Il y a de plus en plus de femmes qui s'intéressent à la finance et en tout cas de prendre en main un peu leur situation financière. Mais pendant très longtemps, il n'a pas été, je dirais, on n'avait pas pour habitude, nous les femmes, de nous intéresser beaucoup à ces sujets-là. Historiquement, c'était l'homme qui gagnait de l'argent et l'homme qui s'occupait de l'argent dans le foyer. Hein. Donc c'est bien sûr avec le temps et les femmes qui sont arrivées sur le marché du travail, etc. L'intérêt pour la gestion de l'argent est aussi venu, mais c'est que je dirais quand même assez récemment que nous les femmes nous nous intéressons de plus en plus à ça. Bien sûr que c'est lié aussi à, je dirais, cette envie de non seulement d'indépendance dans notre travail, mais aussi d'avoir l'indépendance financière. Et c'est ça, je dirais, qui est finalement le moteur, en tout cas chez moi, c'est parce que quand on parle d'épargne, on parle de patrimoine, j'aime bien dans mon travail mettre en face des objectifs parce que épargner juste pour épargner, c'est pas toujours très motivant.
c'est surtout quand on se pose la question, mais pourquoi j'épargne? Pourquoi faire finalement? C'est quoi mes objets de vie? C'est quoi mes projets de façon générale? Et c'est surtout quand on se rend compte que euh, ce que peut apporter, je dirais, l'argent dans notre indépendance, nous les femmes, ça peut nous potentiellement nous permettre de faire ce qu'on souhaite dans la vie, voilà. Donc j'essaye de bien sûr que je dirais j'ai une approche de patrimoine classique aussi, hein, mais c'est vrai que venant aussi d'un pays scandinave où forcément nous les femmes on est connues peut-être pour être un peu plus pas forcément féministes, mais en tout cas des femmes qui mettent en avant nos opinions. L'indépendance financière, c'est un des grands sujets que j'essaye quand même de traiter ou de mettre sur le tapis quand aussi quand je vais en clientèle, voilà, comme on dit. Ouais, je comprends. Et c'est vrai que c'est un sujet qui peut en rebuter plus d'un ou plus d'une. Et c'est vrai que l'idée pour le rendre, comme tu le disais justement, plus intéressant et plus ludique aussi, c'est de se dire que ça nous permet aussi d'atteindre des objectifs, de réaliser des rêves. Et c'est aussi plus dans ce sens-là. L'idée, c'est de se dire qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place comme projet commun si on est en couple ou comme projet pour soi, pour aussi, pourquoi pas, anticiper sa retraite. Enfin voilà, c'est vraiment aussi cette idée-là de ne pas subir sa vie. C'est un peu l'idée aussi avec Secret de Polichinelle, c'est de donner des ressources pour voilà, pouvoir avoir des éléments de prise de décision, des éléments qui nous guident dans le quotidien quand on est parfois la tête dans le guidon. Et justement, ça aussi, pourquoi, selon toi, ça peut être intéressant d'avoir une personne qui va aider à conseiller, c'est que, enfin, je réponds déjà un petit peu en partie à la question. C'est vrai qu'on peut être un peu perdu. Et j'ai un message que j'avais envie de faire passer, c'est qu'en fait, finalement, pour avoir un conseiller ou une conseillère en investissement, on n'a pas besoin d'être millionnaire. On est d'accord? Oui, merci pour la question. Déjà, non, on n'a pas du tout besoin d'être millionnaire, loin de là. Le plus important, finalement, c'est peu importe ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas, c'est de commencer à faire quelque chose. Et après, justement, le fait d'être accompagné, c'est quoi le but? C'est bien sûr je dirais, de prendre un peu d'auteur sur le sujet, parce qu'il est pas toujours facile soi-même. C'est comme avec tous les métiers, hein. C'est souvent plus facile de se faire conseiller par quelqu'un qui a une vue de hauteur ou de l'extérieur, qui peut conseiller des façons objectives nous-mêmes, surtout quand on touche à l'argent, hein. On a tout notre bagage, que ce soit familial ou culturel, et qui soit nous empêche ou soit nous fait faire des choses qui sont pas forcément peut-être toujours je dirais les plus les mieux pour nous. Et c'est tout le but de se faire conseiller, d'avoir quelqu'un qui peut effectivement, déjà où on peut bien sûr aussi vider son sac, hein, quand on parle moi quand je fais un premier rendez-vous, le rendez-vous de découverte, hein, qui généralement dure 1 heure et demie, parfois plus. Bien sûr, je commence par parler de moi, qui je suis, c'est quoi mon métier, comment je travaille, comment ça fonctionne le patrimoine, etc. Et après, on parle beaucoup de la personne, qui souvent, on parle des objectifs. Je demande, vous avez envie de quoi dans la vie, et votre travail, ça se passe comment, et c'est quoi vos projets, et les enfants, vous allez en avoir, enfin voilà. Et ensemble, si ce sont des personnes qui sont en couple, c'est est-ce que vous avez la même vision des choses, enfin voilà. Donc c'est pour avoir quelqu'un qui peut comme ça accompagner, parce ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand on parle de conseil en investissement financier ou en gestion de patrimoine, c'est qu'on n'est pas sur, j'aime bien dire qu'on n'est pas sur du c'est pas du one shot, hein, c'est pas une séance entre guillemets où on règle tous les problèmes en 1 heure et demie. On se pose, on parle. Moi, c'est important pour moi de comprendre les personnes que j'ai en face de moi, de comprendre aussi leur peur par rapport à l'argent, tout leur vécu jusqu'à là, de comprendre pourquoi potentiellement ils ont fait certaines choses, ou pourquoi ils sont pas fait certaines d'autres choses, investissements, enfin voilà, comment ils gèrent leur argent et pourquoi ils font comme ils font, pour que je puisse les accompagner et les conseiller au mieux. Et c'est pas que, bien, même s'il s'agit de conseils, donc c'est moi qui va proposer une solution ou des solutions à la personne en face, mais c'est quelque chose, il y a une certaine co-construction dedans, parce que il faut que la solution soit adaptée pour les projets de vie de la personne, voilà.
Oui, tout à fait. Et alors, est-ce qu'il y a des éléments, enfin, l'idée, c'est de se dire, finalement, des éléments de base à prendre en compte. Alors, évidemment, on va pas faire une consulte ou quoi que ce soit, c'est pas l'idée, mais de se dire, plutôt que de juste, enfin, souvent, le premier niveau, c'est d'aller à la banque, de placer son argent à la banque. Après, en France, bon, il y a quand même l'immobilier qui a une certaine importance, donc je pense que beaucoup de personnes s'y intéressent. Finalement, est-ce que l'idée, c'est de aussi diversifier un minimum? C'est aussi ça que ça aide à faire, puisque une banque va pas forcément pouvoir le faire de la même manière? Bien sûr, c'est-à-dire que bon, moi j'ai je dirais l'avantage d'avoir accès à, c'est aussi quand moi je fais du conseil en investissement financier en indépendant, donc j'ai accès à un grand catalogue, je dirais de tous les meilleures solutions en France. Forcément, la banque, elle va avoir accès généralement, bon, en tout cas en priorité, à ses propres produits. Comme on dit, pour avoir un patrimoine, enfin le patrimoine privé, pour qu'il soit bien équilibré, on dit souvent qu'il repose sur deux jambes. Il y a d'un côté l'immobilier, il y a de l'autre côté les placements financiers. Et les deux sont importants. C'est important d'avoir un patrimoine bien équilibré et bien diversifié. On le voit bien avec l'actualité actuellement, avec les marchés financiers qui chutent, etc. Donc forcément, si on a tout son argent qui est placé, je dirais, sur un compte titre ou un PEA, et qu'en plus, comme je le vois souvent, c'est pas très bien diversifié, il suffit que les marchés baissent, tout va baisser. Tandis que si on a un patrimoine qui est bien équilibré, ça permet aussi d'avoir une certaine sérénité financière. C'est-à-dire qu'on s'inquiète beaucoup moins. Parce que forcément, quand on parle de placement, que ce soit en immobilier ou que ce soit en placement financier, il y a des cercles, en fait. Voilà, ça fluctue. Donc, il y a des hauts, il y a des bas. Mais les deux sont pas forcément liés. Donc, ça va pas bouger de la même façon au même moment. Donc, c'est très important, en fait, d'avoir quelque chose de diversifié. Et c'est compliqué soi-même, souvent quand on ne connaît pas les produits aussi, on ne sait pas ce qu'il y a comme possibilité parce que à la banque ils vont pas forcément vous présenter l'ensemble des choses. Enfin voilà, et malheureusement, enfin ils n'ont pas le temps non plus de prendre le temps que moi je peux prendre quand j'échange avec avec un client. Et justement, par rapport à ça, en fait, quelle serait la première étape, les premières questions à se poser finalement par rapport à comme tu disais, l'objectif, ce qu'on souhaite atteindre? C'est un peu ça? Est-ce qu'il y a d'autres éléments, je sais pas, à prendre en compte de par ton expérience? Alors, il y a bien sûr, le premier, tu l'as très bien dit, c'est effectivement de se demander c'est quoi mon objectif? Qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre? Plutôt, où est-ce que j'ai une inquiétude? C'est quoi mon inquiétude? Est-ce que c'est, non, je suis indépendant, donc du coup, je cotise pas de la même façon à la retraite, donc du coup, je suis inquiet pour ma retraite? Ou est-ce que ça peut être, je nomme quelques exemples en vrac. Est-ce que c'est, je suis aujourd'hui salarié, mais finalement, dans quelques années, j'aimerais quand même bien changer d'activité, peut-être être indépendant? Et du coup, j'aimerais préparer cela. J'ai peut-être des enfants en bas âge, je suis inquiète d'avoir assez d'argent pour pouvoir financer leurs études. Ou ça peut être, j'aimerais bien potentiellement m'acheter ma résidence principale. Comment je peux préparer ça? Ou je trouve que je paye trop d'impôts, comment je peux faire pour les réduire? Je suis à la veille de la retraite, j'ai besoin d'avoir des revenus complémentaires parce que ma retraite est petite. Comment je fais? Ou comment je transmets mon patrimoine à mes enfants? Voilà. Je te nomme je dirais les plus classiques. Et une fois qu'on a déterminé ces objectifs-là, faut savoir comment faire pour les atteindre. Et là, l'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on se dit, ah tiens, chez mon pote Martin, lui, il a investi dans, peu importe, dans quelque chose, et ça a l'air de bien marcher, il est content, donc je vais faire pareil. Sauf que, Martin, il n'a pas la même situation que toi. Il n'a peut-être pas forcément les mêmes objectifs. Il n'a pas la même situation financière. Il paye pas les mêmes impôts, pas la même composition de famille, etc. Et donc du coup, lui, ce qu'il a mis en place, ça correspond peut-être pas forcément à toi, même si vous avez le même objectif. Lui, il peut peut-être mettre plus d'argent de participation mensuelle, comme on dit dans notre jargon, par mois pour atteindre ses objectifs que toi tu peux faire, ou l'inverse. C'est toutes ces questions-là en fait qu'on évoque avec un conseiller pour optimiser en fait la mise en place des solutions, pour atteindre l'objectif je dirais plus facilement que en tâtonnant ou en bidouillant tout seul, où on n'est pas forcément sûr d'avoir choisi la bonne solution ou la solution optimale. Et après, il y a aussi, il y a surtout la question qui est vraiment primordiale, c'est quoi mon besoin en épargne de précaution.
Et l'épargne de précaution, c'est quoi? L'épargne de précaution, c'est l'argent qu'on a mis de côté sur nos livrets. Classiquement, le livret A ou les LDD. Voilà. C'est l'argent qu'on a mis de côté pour, je dirais, les petites urgences du quotidien, pour la machine à laver qui tombe en panne, un pneu sur la voiture qui doit être changé, les vacances qui vont venir ou un week-end qui fait apparition en improviste. Où on a besoin de sortir un peu plus d'argent de ce que on a sur notre, je dirais, notre compte courant, voilà. Et il est très important de déterminer le bon montant sur l'épargne de précaution dont on a besoin avant de commencer à investir. Pourquoi? Parce que déjà, on n'est pas tous égaux vis-à-vis du montant sur l'épargne de précaution. Moi, souvent, mes clients, quand je leur demande, alors combien on met de côté sur l'épargne de précaution? On va me dire, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Et là, je vais dire, ça dépend de vous, ça dépend pas de moi parce qu'on n'est pas tous pareils. Il y en a qui ont besoin d'avoir beaucoup en épargne de précaution parce que sinon ils dorment pas bien la nuit. Et il y en a d'autres qui ont besoin de peu. Et là, moi, j'ai pas de jugement par rapport à ça. Parce que le pire, c'est si on détermine une épargne de précaution qui est trop faible. Bon, déjà, ça peut mettre en difficulté financière la personne. Et deuxièmement, on prend le risque que l'argent qui est en plus par rapport à l'épargne de précaution, donc on va l'investir. Quand on investit, on l'investit toujours avec ce qu'on appelle un certain horizon de placement, voilà. Je sors 2-3 mots là, un peu, voilà, du jargon. Excuse-moi, voilà. Ça fait partie du job. Hein. Mais en gros, c'est quoi l'horizon de placement? C'est combien de temps est-ce que tu es prêt à bloquer ton argent? Et en fonction de l'horizon de placement, souvent plus on a un horizon de placement qui est long, plus peut potentiellement avoir de rendement. Bon, après c'est lié au risque aussi, mais enfin voilà, là je t'épargne les détails. Mais donc, il faut qu'on détermine cet horizon de placement. Donc, si on prend tout l'argent de quelqu'un, on laisse très peu sur son épargne de précaution, on place tout avec un horizon de placement peut-être long, hein, la personne va être un peu en difficulté si jamais il arrive quelque chose dans sa vie. Parce que cet argent-là, certaines choses, on va pas pouvoir le sortir comme ça parce que c'est investi. On va pas revendre un appartement qu'on a acheté il y a 3 ans parce que il faut qu'on remplace la machine à laver. Là, on perd trop d'argent quand on fait ce genre d'opération. Donc, il est important de réfléchir avant d'investir l'argent. Parce que sinon, ça risque de faire, comme je dis souvent, un aller-retour dans les hauteurs de la pyramide de l'épargne. Ouais. Et ça, c'est vraiment une façon, je dirais, classique de perdre l'argent. Et ça, c'est trop dommage. Donc, c'est toutes ces discussions-là, en fait, que j'ai lors des premiers rendez-vous avec les clients avant de faire quoi que ce soit. Voilà. Effectivement, c'est important de bien cadrer les choses pour pouvoir proposer des solutions adaptées, en fait. Et puis, tu es aussi là pour faire de la pédagogie, enfin comprendre un petit peu comment ça fonctionne, ce dans quoi on investit. Voilà, pas investir à l'aveugle, c'est pas l'idée non plus. Tout à fait, c'est vrai. Et tu fais bien de le dire ça parce que ce que j'aime dans mon métier, c'est bien sûr c'est les échanges. C'est pas juste moi qui arrive et qui dit maintenant il faut faire telle ou telle chose pour atteindre telle ou telle chose. Hein. C'est l'échange avec les clients, les échanges humains que je trouve passionnants. Moi, je te dis souvent, je travaille sur des projets de vie. Je travaille pas je dirais, sur l'investissement financier. Ça va beaucoup plus loin que ça. Plus je peux faire monter en compétence une personne sur le sujet de finance de façon générale, plus facile ça serait pour moi ou pour nous, enfin moi et la personne, d'avancer et d'aller encore plus loin. Parce que forcément, quand on comprend pas un produit ou une solution, quand on comprend pas comment ça fonctionne, il y a des gens qui, je dirais, qui font confiance sans comprendre, etc. Mais c'est rare. La plupart d'entre nous ont besoin de comprendre un minimum avant de faire quelque chose, surtout sur des sujets tels que l'argent qu'on comprend pas. Et avant de déléguer à quelqu'un d'autre, en fait, d'avoir un minimum une connaissance de quoi il retourne, en fait. Tout à fait. Donc ça, c'est important. Donc du coup, d'échanger avec les personnes, le faire monter en compétences, ça permet d'aller beaucoup plus loin. Et ça, c'est super agréable. Et donc, ouais, l'idée, c'est vraiment de se dire que c'est à portée de tous et de toutes. Et que c'est important de pas attendre, d'arriver à la retraite, de pas attendre de se retrouver face à un divorce ou une séparation, et de bien réfléchir en amont, parce que parfois c'est des choses auxquelles on pense pas quand on est tout jeune et que on s'installe, avec quelqu'un, ou des choix parce qu'on nous dit qu'il faut que. On entend beaucoup de choses aussi dans les médias par rapport à l'immobilier, que ce soit d'acheter absolument. Par exemple, en France, on entend beaucoup ça, alors qu'en fait, ça dépend vraiment de la situation de chacun, du timing de vie aussi.
Tout à fait. C'est-à-dire, encore une fois, c'est pas parce que Pierre, Paul et Jacques font l'immobilier que c'est forcément adapté pour tout le monde. Il faut avoir la situation qui permet de. Bon, faire un investissement en immobilier, ça peut potentiellement être une très bonne idée, hein. Mais il faut pouvoir le faire aussi. Et si on peut pas le faire, il y a d'autres choses qu'on peut faire en attendant, parce qu'effectivement, il y a des solutions pour tout le monde. On n'est pas obligé de commencer par l'immobilier. Et après, c'est aussi, bon, là encore, je mets un petit warning, hein. Faire un investissement en immobilier, c'est aussi quelque chose qui se réfléchit, ça se prépare, voilà. C'est pas comme on voit souvent, moi ce qui me fait toujours un peu peur, hein, c'est tous ces vidéos qu'on peut malheureusement voir aujourd'hui d'influenceurs sur les nets, avec des gens qui s'improvisent conseillers. Conseiller en investissement financier, c'est un métier, hein. C'est un métier réglementé par l'autorité des marchés financiers. Donc moi, par exemple, je suis contrôlée sur ce que je fais faire aux gens en fonction de la situation personnelle et financière. Ça, c'est très important, ça. On le dit pas assez, effectivement, à l'heure où tu as sur TikTok, Instagram, des pseudo-coachs qui pullulent dans tous les sens. Il y a des gens qui sont réglementés pour ça, enfin voilà, qui sont dans un cadre, et c'est important aussi, surtout quand on parle de sujets comme de l'argent. Oui, il y a des vrais coachs et après, il y a ceux qui s'improvisent. Et puis l'idée, c'est de se dire que en fait, de pas dépendre uniquement de son salaire, finalement, c'est aussi ça, parce que parfois, on rentre dans la vie active et on fonctionne de façon assez classique, et de se dire qu'on peut avoir d'autres sources de revenus que le salaire, et que ça peut être important de ne pas reposer que là-dessus, surtout dans un monde où les choses sont très incertaines et vont bouger de plus en plus vite. Il va y avoir des métiers qui vont disparaître, d'autres qui vont apparaître, des contrats qui sont différents. Enfin, on a eu le CDI pendant très longtemps, maintenant c'est peut-être un peu moins le modèle sociétal. Donc tout ça rentre en ligne de compte aussi. Les jeunes aujourd'hui, ils ont une appétence plus grande de changer de vie, je dirais plus rapidement que c'était le cas il y a une ou deux générations où on avait pour habitude de rester dans notre job pendant des années dans la même entreprise, enfin voilà, du début à la fin. Ça aujourd'hui, c'est plus comme ça parce qu'effectivement, il y a plein de changements déjà dans les entreprises qui font que c'est déjà c'est très difficile, hein, de rester dans la même entreprise pendant toute sa vie aujourd'hui. Mais c'est aussi on a envie de, je vais pas dire, je sais pas si c'est une envie d'aventure ou ce que c'est, mais on est de plus en plus à aspirer à ces côtés indépendance aussi, hein, dans notre vie d'entrepreneur aussi, ou de salarié, ou enfin dans notre vie de travail. Et effectivement, il y a plein de façons d'avoir des sources de revenus différents. Et forcément, si on mixe un peu les sources de revenus, ça donne aussi, il me semble, une potentielle plus grande liberté. Quand on sait que on a par ailleurs des revenus parce que on a fait des placements, parce qu'on a fait ceci, parce qu'on a fait cela, parce qu'on a peut-être je sais pas moi, plusieurs jobs, ou enfin voilà, plusieurs missions, plusieurs cordes à son arc, hein. Et c'est comme finalement avec l'investissement, c'est-à-dire faut jamais, enfin bon, ça c'est peut-être plus mon avis personnel, mais faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Et ça vaut aussi pour le boulot, pour tout le reste. Faut diversifier, voilà. Comme ça, il me semble qu'on prend moins de risques de façon générale. Et pour les jeunes, justement, d'anticiper cette envie de plus tard faire autre chose, c'est aussi plus tôt on commence, mieux c'est. Forcément, parce que l'effort mensuel d'épargne est moindre si on commence tôt que si on se réveille quand on a 50 en se disant oula, j'ai rien fait. Ouais, j'entends. Effectivement, il y a une histoire de régularité, de timing, de temps que prennent les choses. C'est des temps longs si on veut le faire bien. Et on peut commencer avec des petits apports. C'est aussi ça l'idée, c'est de se dire on peut aussi faire des choses avec des petits apports. Voilà. Tout à fait. C'est-à-dire, encore une fois, le plus important, c'est de commencer. Il y a des solutions à partir de 1 000 € pour 50 € par mois. Enfin voilà, pour commencer quelque chose. Et je pense que le plus important, c'est vraiment de commencer. On est beaucoup à avoir commencé tard parce que on n'y a pas forcément pensé, parce que on n'a pas eu l'éducation financière, parce que malheureusement à l'école on n'apprend pas ces choses-là. Donc c'est sur les tard qu'on arrive sur le sujet. Souvent quand on arrive vers les plus ou moins 40, hein, on commence à se poser des questions sur notre vie de façon générale et sur l'argent de façon générale. Est-ce que je gère mon argent comme je veux? Est-ce que je peux optimiser ça? Comment je fais? Enfin voilà. Donc c'est vraiment le message aussi que je voulais faire passer aujourd'hui. Donc merci Reike, c'est très clair. Et de se dire l'idéal, c'est en tout cas l'important, c'est de commencer
et qu'il y a des solutions pour tous et pour toutes et que c'est bien de se faire bien accompagner par des personnes qui sont dans des métiers réglementés parce qu'il s'agit quand même de notre argent, donc c'est quand même important. J'ai une tradition avec eux qui est de demander à mes invités s'il y a une peur que tu as su dépasser ou que tu aimerais pouvoir dépasser. Je sais pas si tu as eu l'occasion d'y réfléchir. Si, moi j'ai une peur que j'ai plus ou moins su dépasser. J'ai toujours eu peur de conduire. À un moment, je me suis lancé un challenge en fait. Bon, j'ai passé mon permis au Danemark quand j'étais toute jeune, donc voilà, je l'ai depuis longtemps. Mais bon, pendant des années, j'ai pas conduit. Et à un moment, j'ai changé de job et j'ai eu, pour la première fois, une voiture de fonction. L'épreuve, le baptême du feu. Voilà, exactement. Et bon, il y avait un challenge sur le job, mais il y avait le vrai challenge. Ça, évidemment, l'entreprise n'a pas su, hein. Mais le vrai challenge pour moi, c'était moins le job que la voiture, voilà. Mais je me suis lancé ce challenge en me disant, il fallait que je dépasse ça. Donc voilà. Bon, je pense que je peux encore travailler un peu sur le sujet, hein. Mais bon, voilà. J'avance, mais je me suis lancé un défi comme ça. C'est un sujet qui me parle bien, mais j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir pour la peur de conduire et parfois des personnes qui ont passé leur permis mais qui ont une certaine anxiété. Et c'est vrai qu'en thérapie brève, notamment en hypnose, en EMDR, ça fonctionne assez bien. Donc c'est vrai que ça peut être des options parmi d'autres. C'est un problème plus courant qu'on ne le pense. Donc quand ça devient bloquant, quand on a besoin de conduire, en tout cas, c'est important de savoir que il y a des méthodes qui existent pour se faire accompagner et dépasser ses peurs. J'ai aussi une autre tradition qui est de demander à mes invités quel autre secret de Polichinelle tu aimerais voir abordé dans un prochain épisode. Donc là, on a beaucoup parlé de la finance, la gestion financière, etc. Et bien sûr, ça, c'est très important aussi pour la bonne santé mentale d'avoir une bonne gestion financière. Mais je suis très attirée aussi, moi, par tous les pratiques qui touchent un peu au mental, etc. Et j'ai une notion que je comprends pas très bien comment ça fonctionne, que je trouve que ça pourrait être chouette d'évoquer un peu plus. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, qui frappe beaucoup nous, les femmes. Moi, je suis passée par là aussi. J'en sors, voilà, et je suis ravie de enfin en sortir. Mais c'est vrai que je trouve que c'est une notion que parfois on s'est balancé comme ça, mais on sait pas vraiment d'où ça vient, pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est surtout les femmes, les entrepreneurs, comment ça peut se traiter, voilà, c'est dépassé, enfin voilà. Ouais, c'est un vrai sujet. C'est un sujet que j'aimerais aborder dans un prochain épisode, donc c'est super. Merci Reike pour cette idée qui parlera à beaucoup, je pense, d'entre nous. Comment est-ce qu'on peut te suivre, Reike, si on veut te contacter? Je mettrai tout ça en description. On peut bien sûr m'envoyer un mail ou m'appeler, mais sinon, si on ne sait pas comment faire ça, on peut surtout me retrouver sur LinkedIn. Sur mon profil LinkedIn, là, on peut même réserver alors soit on peut m'envoyer un message, hein, donc sur LinkedIn, ou sinon on peut aussi tout simplement réserver un rendez-vous de découverte sans engagement directement sur mon calendrier, sur mon profil LinkedIn, voilà, pour échanger. Ok, génial. Je mettrai le lien de ton profil LinkedIn en description. Merci beaucoup Reike, c'était très intéressant et j'espère que ça en motivera d'autres à prendre soin de leur argent. Merci à toi Laetitia pour cet échange. Merci d'avoir écouté cet épisode de Secret de Polichinelle. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à le partager avec tes proches, avec ton entourage, à mettre aussi un avis 5 étoiles ou même à me laisser un commentaire. Et puis si tu as envie d'en savoir plus sur les actualités autour du podcast, ton activité de thérapeute, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Le lien est dans la bio et également sur mon compte Instagram où tu peux également me suivre qui s'appelle laetitia.thérapie_podcast. À bientôt!